Merci, messieurs, mesdames, bienvenue. Si vous venez de nous joindre, nous sommes sur Web Télévision. Merci de continuer à aimer, à partager nos vidéos le plus que possible. Ici au plateau, nous sommes là dans Entretien. Nous recevons Johnson Ishara Boutaragaza. Il est acteur de la politique congolaise. Il est membre cadre d'ailleurs du parti LGD, c'est ça? Oui. Le parti LGD, c'est le parti cher à M. Matata Pogno Augustin. Ici au plateau, nous allons devoir nous entretenir avec vous, messieurs, en ce qui concerne la manifestation qui était prévue mais interdite par l'autorité urbaine aujourd'hui dans la ville de Goma pour devoir soutenir les Ouazalènes, les jeunes résistants qui sont en train de se battre au front, voilà, sur les lignes de front. Il y a eu une manifestation qui était prévue aujourd'hui, mais qui a été interdite par l'autorité urbaine. Mais malgré l'interdiction donc de la tenue de cette manifestation, elle a quand même eu lieu et les jeunes se sont présentés jusque devant les bureaux du gouvernorat des provinces du Nord Kivu, qui malheureusement qui ont été dispersés par des grenades, des gaz lacrymogènes, pardon, et d'autres ont été aux arrêts. Voilà, Johnson, je ne sais pas, vous êtes jeune. Vous conduisez plusieurs structures de la jeunesse dans la province du Nord Kivu. Ce sont les jeunes résistants patriotes qui sont en train de se battre sur la ligne de front. Oui. Comment vous analysez lorsque les jeunes, les manifestations qui ont été organisées pour soutenir les jeunes qui sont en train de se battre ont été dispersées violemment? Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier WAB TV de nous avoir associés à cette émission et tous les téléspectateurs qui nous suivent. Parce que par rapport à la question, je pense qu'avant de parler de ceux qui se battent, il faut aujourd'hui savoir quelle est la situation déclencheur aujourd'hui de la manifestation de tous ces jeunes-là qui veulent soutenir sur le voie public les travaux qui est en train d'être menés par les résistants. Il faut avouer que quand le Rwanda a envahi nos terres, et que de l'autre côté, sur base des questions politiques, parce que le militaire, enfin, sont gérés sur base des décisions politiques, sur des questions politiques, notre pays s'est engagé sur une voie diplomatique. Mais à côté de cette voie diplomatique, tous les citoyens congolais voulaient, avant toute négociation, avant, je ne sais pas, tout pour parler, il faudrait que nos terres nous reviennent. Il faudrait que l'autorité de l'État s'installe à Rutshuru, à Bunagana, à Massissi, par tous les moyens. Et que ça n'a pas plu à tous les Congolais de voir que, voilà, Kinshasa a voulu imposer un cessez-le-feu. Et que Kinshasa a voulu que, voilà, rien ne se passe sur les lignes de front, chacun garde ses positions. Mais entre-temps, l'ennemi occupe nos territoires. Entre-temps, ce sont nos mamans, ce sont nos petits frères, ce sont également les personnes âgées aujourd'hui qui sont dans les cas de déplacés et qui font face à cette saison pluvieuse et qui sont également en carence d'eau et de nourriture. Donc, ils doivent nécessairement, comme la Constitution le dit, l'État a l'obligation de protéger sa population. Et ce qu'on est en train de voir, c'est loin d'être cette protection-là. Alors, sur les événements, ce que le Ouazalendou, qu'on appelle les résistants, il faut rappeler ici que les résistants, ce sont ces civils au départ qui ne sont pas de l'armée loyaliste, qui ont décidé, au-delà de tous les débats politiques, au-delà de tous les débats identitaires, ils doivent d'abord récupérer leurs terres. Parce que ça, c'est un devoir sacré pour chaque peuple qui se respecte. On ne peut pas envahir votre terre et que vous croisez le bras. Et que ces résistants ont utilisé toutes les voies nécessaires, comme Mouzé le disait en son temps, que quand vous êtes attaqué par un pays voisin, prenez le flèche, prenez le marteau, je ne sais pas, le machette, allez chasser l'ennemi. Et il semblerait que les Ouazalendou, qu'on appelle les résistants, ont décidé de faire. Alors, il s'observe une certaine passivité sur les lignes de front. De l'autre côté, les résistants se battent et arrivent à reconquérir le village, mais ils sont qu'une force d'attaque. Au-delà de cette force d'attaque, il doit y avoir une force d'interposition, d'occupation, parce que ils n'ont pas d'effectifs pour contrôler tous ces villages. Ouais. S'ils sont sur les lignes de front, en train de pourchasser l'ennemi qui est en train de subir le feu, mais à un moment, ils se disent, les FARDC devraient avancer pour occuper ces territoires. Et malheureusement, on sent également une lenteur dans l'occupation des villages déjà conquis par les résistants, par les forces armées. De l'autre côté, on sent qu'il y a une force régionale qu'on appelle EAC, qui intervient pour s'interposer.
Quand seulement l'ennemi est bâti, ils veulent maintenant que les résistants s'arrêtent. C'est cette position-là de la force de l'EAC qui a poussé la population, les collectifs de victimes des agressions du Rwanda à pouvoir manifester pour réclamer ou soit revendiquer le départ de cette force. Justement, parce que avant que même les civils se prononcent, les mêmes résistants organisés dans leur petite structure ont dénoncé ça et ils ont mis en garde même l'EAC pour dire si vous continuez à nous empêcher de pourchasser l'ennemi, mais dans ces cas de contexte, c'est que vous devenez ennemi. Et face à un ennemi, dans une mutualisation d'ennemis, c'est que nous serons obligés d'attaquer également l'ennemi. Alors, c'est à ce niveau-là que normalement, les gouvernements devraient se prononcer pour mettre les choses au clair, pour demander soit à l'EAC de se retirer, mais nous savons que les FARDC sont en train d'observer le cessez-le-feu, ou soit de dire, voilà, on demande alors aux résistants de cesser le feu. Et là, ça devrait alors nous interpeller dans ces cas d'espèce. Mais ce qui ne va pas se réaliser parce que les Ouazalais, les jeunes résistants, sont très déterminés à récupérer, chasser directement les M23. Ils sont déterminés parce qu'enfin, l'ennemi aujourd'hui est dans une débandade. L'ennemi aujourd'hui dans une situation. Il a du mal, cette fois-ci, à infiltrer des gens, des résistants qui se connaissent parce que les résistants, ils se connaissent par village. Ils se connaissent par leur engagement. Mais si vous voulez maintenant les infiltrer pour savoir comment ils sont organisés, ça pose problème. Et pourtant, pour une meilleure organisation d'une armée, c'est cette capacité-là de ne pas se faire infiltrer. Vous gardez les informations, vous avez votre plan d'attaque et ce plan d'attaque est exécuté de la manière dont vous l'avez conçu. Et ça s'y prend de l'autre côté, c'est pourquoi le Rwanda aujourd'hui est dans une débandade. Alors, maintenant la population observant cela, se dit mais ça devient maintenant de trop. S'il est assez dans la ville de Goma, s'il est assez à Kibumba et qu'au niveau de Kiwanja, où les résistants ont voulu faire un assaut sur cette cité-là pour la récupérer et qu'il y a une interposition rapide de l'EAC, donc ça pose problème. Si l'EAC du côté de la République démocratique du Congo devrait laisser à ce que, comme le Burundais ont laissé à ce que les résistants récupèrent Kilolirwe, récupèrent Kichanga, l'EAC, avec le contingent du Kenya, les Soudanais et les Ougandais, ils devraient laisser également les résistants le faire. Alors, on ne devrait pas cautionner une situation de deux poids, deux mesures, et c'est dans ces contextes-là que les Congolais qui vivent dans la ville de Goma, réunis au sein des organisations de la société civile, ils ont voulu monter au créneau pour dénoncer cela. Alors, il semblerait maintenant que le maire de la ville, il a oublié aujourd'hui la réglementation. Le maire policier a interdire cette manifestation, c'était depuis hier d'ailleurs. Bon, maintenant le chef de l'État l'a dit dans sa dernière adresse, qu'il y a certaines restrictions qui doivent être limitées. Et une autre chose, c'est que nous sommes dans une situation de guerre. Quand un peuple se dit, nous soutenons les efforts visant à encourager ceux qui sont sur la ligne de front, je ne sais pas pourquoi ça devrait faire peur au maire de la ville. Par contre, si le maire était sérieux, il devrait être avec ceux qui sont en train de marcher sur la ligne pour dire nous soutenons les efforts de ceux qui sont en train de se battre. Alors, qu'est-ce qui serait caché derrière cette interdiction? Surtout que on n'est pas dans un régime d'information. Ou plutôt, on n'est pas dans un régime d'autorisation. On est dans un régime d'information. Ces organisateurs, ils ont informé la mairie qu'ils vont marcher. Alors, il faudrait seulement qu'on arrive à établir les mécanismes de sécurité de ces gens et les accompagner parce que je m'imagine qu'à mon entendement, ils avaient un mémo qu'ils allaient déposer auprès du gouverneur militaire. Le gouverneur reçoit le mémo, il lit les contenus et par la suite, les manifestants vont rentrer. Mais quand vous les malmenez, quand vous les arrêtez, quand vous larguez des lacrymogènes sur eux, alors on se pose la question, qui est le vrai ennemi dans ces cas? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de croire que peut-être le maire de la ville aille se référer aux événements d'août dernier où il y a eu carnage de plus de 50 personnes? Peut-être qu'il n'a pas eu à sous-estimer ou soit à se référer à ce genre d'événements pour annuler la manifestation? Non, mais nous savons tous que le maire, bien qu'on nous a fait un procès bidon dans la ville de Goma sur cette situation. Mais il y a eu des condamnations. Condamnation ou pas, mais c'était un procès bidon parce qu'on voulait les vrais coupables devraient répondre, les vrais acteurs, parce que nous savons aujourd'hui, par exemple, que la garde républicaine
c'est elle qui a été dans ces carnages, Ouais. mais la garde républicaine ne répond pas aux ordres des colonels sur terrain. La garde républicaine répond aux ordres directs du président de la République. Si le président ne l'a pas fait, est-ce que quelqu'un dans son entourage l'a fait? Qui est celui qui l'a fait? Et pourquoi on a interpellé le gouverneur militaire? On l'a amené à Kinshasa et pourtant celui qui gère les opérations en province. Pourquoi on n'a pas voulu les laisser à ce qu'ils nous disent qu'est-ce qui s'est passé dans l'opération pour traquer ces manifestants? Alors si les maires, et puis une autre astuce, c'est que sur le champ, le jour du carnage, pour la toute première fois dans l'histoire, le maire de la ville qui était encore en juin, il était lui-même sur terrain. Une situation qu'on n'avait jamais vue dans la ville de Goma. Qu'est-ce qu'il était parti faire sur terrain, en train d'observer comment on est en train de tuer les gens, et que c'est lui qui aurait donné l'ordre qu'on puisse mettre le feu sur l'église de Ouazalem. Alors, si on va nous dire aujourd'hui qu'à ces références, en craignant le risque de ce qui s'était passé le 30 août, Pour ne pas se reproduire. pour maintenant interdire, mais plutôt je pense que s'il pouvait se référer à ça, il allait laisser les manifestants et les sécuriser. Parce que le 30 août, et ils avaient interdit la manifestation. Et que pour les résistants, les Ouazalendou de cette église, ils ont dit, on a informé, et que ce n'est pas quand même quelques heures avant qu'il faut interdire. Parce qu'on informe toujours 72 heures avant. Et si dans 72 heures, rien n'est fait, de l'autre côté, les organisateurs considèrent que le silence dans l'administration est considéré comme également une acceptation tacite. Garder silence, ça veut dire vous êtes d'accord. Qui ne dit mot consent. Qui ne dit mon consent. Alors, ce n'est pas dans ce cadre qu'on devrait dire on interdit personne sur la voie publique. Je pense qu'on est en train de détruire quelque chose de très précieux pour le peuple congolais. C'est d'abord cette communion en tant que peuple. C'est d'abord cette unité. On a failli déchirer ces mariages qui existaient entre nos forces armées et le peuple avec ces carnages du 30. On a vite fait pour récupérer qu'on ne tombe pas dans ces stratégies de l'ennemi. Mais là, quand on commence maintenant à interdire les activités citoyennes, ça pose encore problème. Ça pose problème. Je pense que quand il faut soutenir les efforts sur les lignes de front, il faut encourager. Et si on dit, voilà, on ne comprend pas ce que l'EAC est en train de faire ici, c'est tout le monde qui ne le comprend pas. Le maire de la ville doit savoir que même le président de la République ne comprend pas ce que l'EAC a fait. On l'a vu quand il a tonné sur le général de l'EAC pour lui dire que non, il ne faut pas trahir le peuple congolais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui-même ne comprend pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais visiblement, une question, je ne sais pas comment maintenant la force de l'EAC va devoir se comporter sur le terrain alors qu'elle n'a plus la confiance de la population congolaise. Ou soit, voyant la façon dont certains de nos compatriotes venaient d'être arrêtés brusquement par la police, qui n'est pas du tout professionnelle, si je peux le dire comme ça, voilà même le terme utilisé par certains interviewés que nous avons vus sur place. Est-ce que cette force, comment elle va devoir continuer à opérer, ou soit comment elle va devoir se comporter sur le terrain face à une population congolaise très en colère contre elle? Donc aujourd'hui, l'EAC se trouve dans une situation où il doit faire le choix entre trois cas, trois scénarios qui peuvent se présenter. Les premiers scénarios, c'est que face à la colère du peuple, face aux résultats qui sont mitigés, l'EAC devrait quitter le pays sans débat ni négociation, comme le chef de l'État l'a dit également à la MONUSCO. Donc l'EAC devrait quitter notre pays, sans nécessairement qu'on puisse leur jeter de pierre avant qu'ils quittent. Alors, le deuxième scénario, il peut arriver qu'alors ils acceptent. Parce que vous devez savoir une chose. Dans l'EAC, nous avons des pays qui sont déterminés à aider la RDC à gagner cette bataille. Des pays qui sont vraiment non seulement partenaires, mais qui se considèrent comme des pays frères. Comme le Burundi, par exemple. Le Burundi dans l'EAC, c'est l'unique pays qui a déjà ouvert le feu sur l'ennemi. Le Burundi dans l'EAC, c'est l'unique pays qui a déjà capturé les ennemis du 1-23 et les remettre dans le main des FARDC. Quel autre pays? Aucun autre pays. Mais de l'autre côté, vous avez un pays comme l'Ouganda, vous avez un pays comme le Kenya, vous avez un pays comme le Rwanda, qui sont aussi des amis éternels et qu'on ne coupera jamais ces liens d'amitié. Alors, vous leur demandez, par exemple, quand vous demandez l'Ouganda et le Kenya d'ouvrir le feu sur le 1-23, comme qui dirait ouvrir le feu sur le Rwanda, ça va être complexe. Et que les politiques devraient savoir ça.
Alors, face à un scénario comme ça qui reste à désirer, je pense qu'on doit maintenant s'assumer en tant que peuple. Et c'est que les civils ont fait en dénonçant. Ils n'ont pas pris des pierres, ils n'ont pas pris des lance-pierres pour le faire. Ils ont dit, nous allons écrire, nous allons marcher pacifiquement pour dire, nous ne sommes pas d'accord avec ce que l'EAC fait. Ça, c'est le deuxième scénario où ils doivent alors décider, soit ils attaquent, ils arrivent à ouvrir tout le couloir pour les FARDC et laisser à ce que ces mariages-là que vous voulez, cette confiance puisse revenir. Alors, le troisième scénario, s'ils restent sur terrain et qu'ils continuent à manifester cette résistance, de l'autre côté, on a un peuple qui est déjà fatigué de la complicité et de l'hypocrisie des États de l'EAC. Alors, l'EAC sera confondu comme l'ennemi, comme les résistants sont en train de le dire, et risquerait également de subir la colère du peuple, le peuple congolais qui est capable à tout moment de démontrer sa capacité de résilience face à n'importe quelle menace interne ou externe. Mais au stade actuel, M. Johnson, est-ce qu'il n'y a pas moyen de craindre que, comme l'EAC, surtout le contingent, je ne sais pas, du Kenya, de l'Ouganda, mais également celui du Sud-Soudan, cette force continue à s'interposer, elle est en train de bloquer en fait l'avancée des Ouazalènes sur la ligne de front. Est-ce que si aujourd'hui cette force changeait de position et se dit que non, voilà, nous vous cédons le passage, allez, continuez à vous battre, est-ce qu'il n'y aura pas une crise de confiance car la force peut continuer à jouer les jeux de l'ennemi en donnant même des informations stratégiques? Non, moi je ça pense va créer des problèmes alors pour les Ouazalènes. Je pense dans toute honnêteté, on n'a pas besoin de faire confiance à l'EAC. Le Burundais, les Ougandais, les Rwandais, les Sud-Soudanais, les Kenyans, on n'a pas besoin de leur faire confiance. On est dans une situation très complexe. Ce qui est en train de se passer entre la Russie et l'Ukraine, ça devrait nous interpeller. Nous avons compris l'hypocrisie internationale et on doit s'assumer en tant que peuple. Ce qui s'est passé aujourd'hui entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ça devrait nous interpeller. Parce que pour l'Azerbaïdjan, il faut récupérer certaines terres qui ont été pendant longtemps contrôlées par l'Arménie. Ouais. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui entre l'Israël et la Palestine, quand des pays qui sont censés défendre également le droit humanitaire, ils nous montrent que c'est d'abord leur identité qui compte et que nous restons là comme des passifs et naïfs pour observer. Non, il y a deux choses qui doivent nous interpeller. Il y a des scénarios qui se sont passés. Je vais vous les dire. Des informations sont venues disant, de l'autre côté, il y a l'ennemi qui est en train de se mettre en tenue de l'EAC. Et on doit faire attention parce que l'EAC risquerait d'entrer dans l'air tenue EAC dans la ville de Goma et à un moment, ça va nous être comme un cheval de Troie. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. De l'autre côté, il y a les résistants qui informent qu'il y a des camions qui sont tombés dans l'embuscade et que, en tout cas, ces camions-là transportaient les ennemis du 1-23. De l'autre côté du 1-23, le porte-parole prend parole pour dire également que non, les Ouazalènes ont attaqué l'EAC. Alors, essayons seulement de faire l'association des idées. Et vous allez comprendre que quand un peuple se prononce, vous devez savoir qu'il y a eu un laboratoire qui a réfléchi. Il y a eu un laboratoire qui a creusé des fautes à com pour comprendre que non, on est en danger. Alors, dans cette situation ici, comme ce qui s'est passé quand on disait que les casques bleus étaient en complicité avec les ennemis, les gens n'y croyaient pas. Mais quand il y a eu des sons, des otages qui ont été libérés et témoigné ce qu'ils ont vu, c'est à ce moment-là que des gens ont commencé à se réveiller de leur profond sommeil. Les gens doivent savoir, s'il y a des gens qui passent des journées et des nuits dans des boîtes en train de s'enivrer, il y a également des gens qui passent des journées et des nuits en train de suivre la situation de leur pays. Et parmi ces gens-là, quand ils se prononcent, il faut les écouter. Parce que ce n'est pas dans leur état d'ivresse qu'ils disent ça. Le pays est en danger et nous sommes en train de traverser une page de notre histoire où soit nous devons sauver ce pays, ou soit nous acceptons que les gens qui ont le plan de nous faire agenouiller des siècles et des siècles marchent sur nous. Et c'est ce qu'on a déjà refusé. Et en tant que peuple, on n'a pas besoin d'être ni au pouvoir ni dans l'opposition. On a d'abord l'obligation de s'estimer en tant que citoyen congolais. Il y a les Nations Unies qui demandent, qui exigent d'ailleurs qu'il y ait un dialogue franc et sincère entre le Rwanda et la RDC, voilà, pour ce qui est pour essayer de trouver une solution pacifique
à cette crise qui dure déjà plus de décennies. Comment vous pensez? C'est Ça- le moment de dialoguer? Ça, c'est une autre dimension de l'hypocrisie qu'on ne comprend pas. Vous savez qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la structure qui représente, c'est l'ONU, ça s'appelle MONUSCO. Mais est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, la MONUSCO n'a jamais accepté que notre pays est attaqué par le Rwanda? Vous le savez, parce que vous êtes journaliste. Alors, pour quelle raison aujourd'hui on va nous demander que dans une guerre, selon eux, dans une guerre qui oppose la RDC et le groupe 1-23, qui pour eux, c'est un mouvement national, c'est un mouvement congolais, pourquoi on va dialoguer avec le Rwanda? Parce qu'on peut mentir une fois, deux fois, mais on ne peut pas mentir éternellement. Et ce qu'on est en train d'observer maintenant, c'est ces mensonges dans lesquels ils nous ont emballés pendant longtemps. Mais nous sommes restés concentrés sur la vérité, disant qu'il s'agit du Rwanda et de la RDC. Alors, si on doit maintenant dialoguer, ça veut dire que les États-Unis, l'ONU, ils reconnaissent que nous sommes en guerre entre la RDC et le Rwanda. Et cette guerre ne se passe pas au Rwanda, ça se passe en République démocratique du Congo. Ceux qui sont en train d'assumer les dégâts collatéraux de cette guerre, la plupart, ce sont des Congolais. Donc, à un moment, avant même qu'on dialogue, avant même qu'ils ouvrent ce qu'ils appellent un dialogue entre la RDC et le Rwanda, on devrait d'abord accepter. Ils doivent accepter diplomatiquement qu'il s'agit d'une guerre entre la RDC et le Rwanda et que c'est le Rwanda qui attaque la RDC. Et la RDC doit d'abord se défendre en tant qu'État indépendant. Ça, il faut les rappeler. En tant qu'État indépendant, nous devons nous défendre. Et par la suite, on doit maintenant apprécier l'évolution de cette approche de défense et savoir à quel moment on doit maintenant parler. Et si on doit parler de quoi? Parce que moi, je vous dis, chaque dialogue que vous écouterez, le Rwanda avec la République démocratique du Congo, c'est toujours nous amener dans un mécanisme où ceux qui sont en train de nous tuer, ceux qui ont enterré nos compatriotes à Kishiche dans le fosse commune, ceux qui ont tué les gens à Kichanga en arrivant, que ce soit ces gens-là qu'on accepte qui sont des Congolais pour qu'on aille vers un mécanisme de réintégration professionnelle. C'est-à-dire dans l'armée, dans l'ANR, dans la DGM, dans tous les services, et qu'on leur donne même des places de choix dans les institutions comme les Sénats, l'Assemblée. Mais enfin, on s'est en train de contrôler quoi? Je suis d'accord sur ce point-là. Comme le président de la République l'a dit, on ne doit pas négocier avec ces gens-là. Et s'ils doivent se retirer, ils doivent se retirer comme ils sont venus. Alors, si on doit se battre... Excusez-moi, il y a le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui a dit comme quoi l'opinion congolaise, l'opinion publique congolaise, voilà, est très favorable à ce que l'on puisse trouver une solution militaire, résoudre cette crise par une solution militaire, mais lui a rassuré que le gouvernement s'est donné les leaks, ou soit le courage de croire à la diplomatie. Bon, la diplomatie, depuis qu'elle a commencé, je ne sais pas comment le ministre Mouya a défini son concept-là de diplomatie, parce que chaque fois qu'il parle de la démocratie, il nous ramène dans un schéma d'une diplomatie ajustante. Et ils sont même partis très loin en prenant les indices, disant que c'est grâce à notre diplomatie que voilà le jeu de la francophonie est lié à Kinshasa, c'est grâce à Kinshasa. Non, mais maintenant, grâce à la diplomatie, qu'est-ce qui s'est passé pour la guerre au Nord Kivu? Parce que non seulement que l'ONU n'a jamais reconnu qu'il s'agit d'une guerre entre le Rwanda et la RDC, mais un autre scénario qui fait mal, c'est le fait que la RDC prend part à tous les sommets de l'EAC et jusqu'aujourd'hui, l'EAC, il faut vérifier, dans aucun communiqué, l'EAC a reconnu qu'il s'agit d'une guerre entre le Rwanda et la RDC. Et on nous parle maintenant de quelle diplomatie? Donc, il faut tout simplement dire que même si on pouvait parler d'une diplomatie, cette diplomatie, elle est encore boiteuse. Et on est dans un contexte, on est dans une situation où le gouvernement a la chance d'avoir un peuple de l'Est qui reste très solidaire avec les efforts aujourd'hui pour mettre fin à la guerre. Ça, c'est un atout très majeur qu'un gouvernement sérieux... Vous êtes favorable pour la guerre actuellement? Mais quand ils nous ont attaqués, personne n'a toqué sur notre porte pour nous expliquer pourquoi ils veulent nous attaquer. Quand ils ont tué ces gens-là innocents, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens? Et quand on dit quitter notre terre, c'est ça la défense, en fait. Quelqu'un ne peut pas arriver chez vous, il massacre vos enfants, il massacre vos nièces, et puis il vous dit, restez de là que vous êtes partis jusqu'à ce que vous m'appeliez pour qu'on parle. Non.
C'est pas comme ça que ça se passe dans une maison. Vous devez d'abord quitter. Vous devez quitter et à un moment, on doit passer maintenant une étape d'une justice transitionnelle. Donc, il faut qu'on arrive à savoir comment le Rwanda va réparer tous les dégâts commis aujourd'hui en République démocratique du Congo. Avec la guerre de ce jour à Kisangani, l'Ouganda a payé déjà une facture, bien que cela n'est pas suffisant. Mais le Rwanda, on doit rappeler, depuis 1994, le début du génocide, quand nous avons réussi les Rwandais au Congo, c'est par là que le malheur a commencé. Et quand on va demander au Rwanda de passer à l'étape des réparations, parce qu'on doit avoir aussi un État fort qui est à mesure de s'assumer, et pousser les Rwandais à s'assumer par rapport à toutes les réparations qu'ils doivent maintenant faire à la République démocratique du Congo. Et nous sommes dans une situation où il faut libérer notre pays par la force, parce que le Rwanda est habitué à écouter que la force. Vous devez savoir que même quand on a explosé l'avion d'Abiyarimana au Rwanda, mais qui était le chef de cette armée à l'époque? C'était Kagame, non? Mais Abiyarimana revenait d'un dialogue à Arusha, où il devrait trouver l'issue par rapport à la crise au Rwanda. Mais en rentrant, on l'a abattu. Donc, ça veut dire tout simplement que tant que le Rwanda est dirigé par Kagame, ces pays n'écoutent jamais le langage des négociations. Ils sont favorables à écouter le langage de la force. Et que c'est sur cette voie-là qu'aujourd'hui la RDC doit travailler pour libérer entièrement notre pays. Un mot de la fin, nous sommes en train de cheminer vers la fin de notre entretien. Monsieur Johnson, vous êtes jeune, c'est cette jeunesse-là qui est très engagée sur les lignes de front. Est-ce que vous pouvez avoir un message particulier à la jeunesse, mais également un message d'encouragement aux jeunes patriotes, les Wazalendo? Tout ce que je vais leur dire, je pense qu'aujourd'hui le Congo est fier d'eux. Je vois que le nom Wazalendo est devenu aujourd'hui viral. C'est tout le monde qui veut en parler, c'est tout le monde qui veut s'appeler Muzalendo. C'est parce que aujourd'hui c'est un nom qui marque. C'est un nom qui marque une fierté nationale. Et le travail que ces compatriotes sont en train de faire, c'est ce que Lumumba a fait en 1959-1960 qui nous a amené à l'indépendance le 30 juin. C'est ce qu'a fait également Mouzé en libérant le pays de la dictature en 96-97. C'est ce qu'a fait également Mamadou en 2012-2013 en mettant fin à l'existence du 1-23 dans son vrai sens. Je pense aujourd'hui, on est en train d'écrire une autre page de l'histoire de notre pays où nous devons vraiment nous assumer. L'armée a démontré ses limites, la politique a montré ses limites, la coopération internationale a montré ses limites avec son hypocrisie. Et aujourd'hui, on a affaire à un schéma où personne n'y croyait. C'est ce schéma-là, des Congolais eux-mêmes qui se disent nous allons sur les lignes de front pour libérer nos terres. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Je pense qu'en le faisant, même chacun dans son mental, les journalistes là où ils sont, ils doivent aussi écrire le papier soutenant les efforts de ceux qui sont en train de mener cette bataille. Et c'est comme ça qu'on va en fait se faire respecter. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le Rwanda n'a plus peur, permettez-moi de le dire, le Rwanda n'a pas peur de se faire FARDC. Mais aujourd'hui, le Rwanda a peur maintenant des Wazalendo. En d'autres termes, le Rwanda a peur de Congolais. Et nous devons capitaliser ça. On va renforcer bien entendu les efforts de ce FARDC pour que nous puissions renouer avec notre destin de grandeur, comme l'a toujours dit le sénateur Matata Mponyo Mapon. C'est tout un plaisir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également de nous avoir associés à cette émission qui est comme un rendez-vous patriotique. Je rappelle également que je suis candidat député national dans la ville de Goma. La CENI nous a donné le numéro 223. C'est sur ces numéros que nous allons continuer notre combat politique. Nous vous souhaitons bien de bonnes choses, de bonnes chances surtout. Merci. Et nous allons devoir vous recevoir prochainement pour parler de vous et de votre candidature. Avec plaisir. Merci, messieurs, mesdames. Merci de continuer à aimer, à liker, à partager. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à notre chaîne, WAB Info TV. C'est tout un plaisir. Fin de notre entretien et à la prochaine.